Dans les eaux glaciales et chaotiques de la mer Baltique, la Suède a discrètement construit l'une des forces navales les plus meurtrières de la planète. Nous parlons de corvettes létales, de sous-marins silencieux et de nombreux autres navires avancés qui projettent leur puissance dans la région. Mais lesquelles de ces merveilles d'ingénierie sont absolument les plus mortelles? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine suédoise. Nous commençons avec quelque chose qui ressemble moins à un navire et plus à une voiture de rallye pour l'eau. Je parle du Stridsbåt 90 Hats SMS. Vous avez probablement vu cette bête en action dans des jeux vidéo ou des films d'action, mais la vraie chose est tellement plus folle. C'est un bateau d'assaut rapide, né de la pure nécessité. La Suède possède des milliers d'îles, et elle avait besoin d'un moyen de déplacer des troupes entre elles plus rapidement que l'ennemi ne peut cligner des yeux. Ce bateau est fait d'aluminium, il est léger et il est incroyablement rapide. Nous parlons de vitesse supérieure à 74 km/h, mais la vitesse n'est pas la partie effrayante. La partie effrayante, c'est comment il s'arrête. Le Stridsbåt 90 ASMS peut passer de la vitesse maximale à un arrêt complet en seulement 40 mètres. Imaginez être un soldat à l'intérieur de cette chose quand le pilote appuie sur les freins. C'est comme percuter un mur de briques, mais cela leur permet de déposer 10 à 8 marines prêts au combat directement sur les rochers et de disparaître avant que quiconque ne sache qu'ils étaient là. Il est propulsé par 2 moteurs diesel et des hydroréacteurs, ce qui signifie qu'il peut opérer dans des eaux très peu profondes. Et quand je dis peu profondes, je veux dire que vous pourriez presque y tenir debout. Cette version spécifique, la ASM, est le modèle amélioré avec de meilleurs moteurs et une meilleure protection. Il est également armé, généralement avec des mitrailleuses lourdes et un lance-grenade, au cas où les choses deviendraient bruyantes. Maintenant, en passant d'un bateau qui domine les côtes déchiquetées à une machine qui ignore complètement l'eau. Au numéro 9, nous avons le Svevar 2 à 1000. Oui, nous parlons d'un aéroglisseur. Vous vous demandez probablement pourquoi une marine a-t-elle besoin d'un aéroglisseur? Eh bien, avez-vous déjà vu la mer Baltique en plein hiver? Elle gèle. Les bateaux ordinaires restent coincés et les sous-marins ont du mal à faire surface à travers la glace épaisse. Mais le Svevar 2 à 1000 s'en fiche. Il glisse sur l'eau, il glisse sur la glace et il glisse sur la terre ferme. C'est le véhicule tout-terrain ultime pour la guerre maritime. Ce véhicule est conçu principalement pour le transport amphibie, mais ne vous laissez pas tromper par cette description ennuyeuse. Cette chose est bruyante, rapide et agressive. Elle peut atteindre des vitesses d'environ 80-12 km/h. Imaginez un véhicule pesant 25 000 kg fonçant sur vous, à vitesse d'autoroute, à travers une mer gelée. Il transporte des troupes, des fournitures ou des systèmes d'armes vers des endroits que les navires traditionnels ne peuvent tout simplement pas atteindre. L'un des plus grands avantages ici est la protection contre les torpilles. Puisque la coque de l'aéroglisseur n'est pas réellement immergée dans l'eau, les torpilles ne peuvent pas le toucher. Il est littéralement immunisé contre l'arme la plus dangereuse de la guerre navale simplement en flottant sur un coussin d'air. C'est une façon plutôt intelligente de rester en vie, ne trouvez-vous pas? Il s'intègre parfaitement dans la doctrine suédoise d'être flexible. Si un ennemi détruit les ports, le Svevar 2 à 1000 monte simplement sur la plage. Si la mer gèle, il continue d'avancer, il garantit que les marines suédois peuvent combattre n'importe où, n'importe quand, peu importe ce que dit le bulletin météo. C'est une bête bruyante et flottante qui maintient l'ennemi dans l'incertitude. Et en parlant d'incertitude, attendez d'arriver aux sous-marins plus tard dans cette liste, parce que ces engins ont littéralement humilié la marine américaine lors de jeux de guerre. Mais pour l'instant, revenons à la surface. Ensuite, dans notre compte à rebours, nous examinons la classe Tapper. Celle-ci pourrait ressembler à de petits bateaux de patrouille à première vue, mais dans les eaux étroites et peu profondes de l'archipel suédois, la taille n'est pas ce qui compte. Il s'agit d'être intelligent et d'avoir de grandes oreilles. Les navires de classe Tapper sont spécialisés dans la guerre anti-sous-marine et la surveillance. Pensez à eux comme les gardes de sécurité de la côte suédoise, mais des gardes de sécurité qui portent des charges de profondeur. Ces navires opèrent dans ce qu'on appelle la zone littorale, qui n'est qu'un mot militaire sophistiqué pour désigner la zone proche du rivage. Les grands destroyers d'autres marines sont terrifiés par ces zones parce qu'ils peuvent s'échouer ou être pris en embuscade. Mais la classe Tapper
prospère ici. Il mesure environ 22 mètres de long et déplace environ 62 tonnes métriques, ce qui les rend suffisamment agiles pour se faufiler à travers les milliers d'îles qui composent le littoral de la Suède. Ils sont équipés de systèmes sonars qui écoutent constamment le ping d'un intrus. Si un sous-marin étranger tente de se faufiler dans les eaux suédoises pour espionner ou déployer des plongeurs, la classe Tapper est celle qui va les trouver. Et une fois qu'ils les trouvent, ils ne vont pas simplement leur demander gentiment de partir, ils transportent des charges de profondeur et des mortiers anti-sous-marins. C'est un jeu classique du chat et de la souris, et dans ce terrain rocheux, le Tapper est le chat qui connaît chaque cachette. Au fil des ans, ces navires ont été modernisés avec des capteurs modernes et des équipements de communication pour les maintenir pertinents. Ils prouvent que vous n'avez pas besoin d'être le plus grand navire de l'océan pour être dangereux, vous devez juste être le bon navire pour le bon environnement. Avant de passer au prochain poids lourd, je veux vous poser une question. Pensez-vous que les petits bateaux sont meilleurs que les grands navires dans la guerre moderne ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et hey, si vous appréciez cette plongée en profondeur, assurez-vous de vous abonner pour de nouvelles vidéos chaque jour. Nous entrons maintenant dans un territoire plus spécialisé avec la classe Coaster. La guerre ne concerne pas toujours les missiles et les explosions. Parfois, la chose la plus dangereuse dans l'eau est quelque chose que vous ne pouvez même pas voir jusqu'à ce qu'elle fasse un trou dans votre coque. Je parle de mines navales. La mer Baltique a connu 2 guerres mondiales et elle est parsemée de vieux explosifs, plus tous les nouveaux qu'un ennemi pourrait larguer. C'est là qu'intervient la classe Coaster. Celle-ci représente l'épine dorsale de la capacité suédoise de contre-mesure aux mines. Maintenant, voici la chose vraiment cool à propos de ces navires. Leurs coques sont faites de plastique renforcé. Je sais, le plastique semble être quelque chose dont un jouet est fait, pas un navire de guerre. Mais il y a une raison très spécifique à cela. Les mines navales utilisent souvent des capteurs magnétiques pour détonner. Si vous conduisez un grand navire en acier au-dessus d'une mine magnétique, boum, game over. Mais la classe Coaster est non magnétique. Elle peut naviguer juste au-dessus de ces pièges mortels sans les déclencher. Cela demande des nerfs sérieux pour l'équipage, sachant que vous flottez au-dessus d'explosifs, mais en faisant confiance à la physique pour vous garder en sécurité. Ces navires utilisent un sonar avancé et des véhicules télécommandés ou robots pour descendre, identifier les mines et les neutraliser. Ils sont essentiellement l'équipe de déminage de l'océan. C'est un travail sous haute pression où un faux mouvement signifie une destruction instantanée. La classe Coaster était à l'origine connue sous le nom de classe Landsort. Mais ils étaient si bons qu'ils ont été modernisés et renommés. Ils sont équipés de tout ce qui est nécessaire pour dégager un chemin pour le reste de la flotte. Sans des navires comme le Coaster, les porte-avions et les destroyers que nous aimons tous seraient inutiles, piégés au port par un champ de mines. À mi-chemin, nous avons la classe Stockholm. Maintenant, ces navires sont de véritables vétérans de l'ère de la guerre froide qui ont refusé de prendre leur retraite. Ils sont comme les vieux boxeurs qui ont encore un coup de poing knock-out. Construits à l'origine, comme des corvettes, ces navires ont été conçus pour traquer les sous-marins soviétiques et engager des navires de surface avec une sérieuse agressivité. Au fil des ans, ils ont été réaménagés et réaffectés, principalement pour des tâches de patrouille, mais ne laissez pas cela vous tromper en pensant qu'ils sont faibles. La classe Stockholm transporte le missile anti-navire RBS-15. Si vous suivez la technologie militaire, vous connaissez ce nom. C'est l'un des missiles anti-navires les plus performants au monde. Il vole bas, il est difficile à détecter et il frappe comme un train de marchandises. Le fait qu'un navire de cette taille transporte un armement aussi lourd est un exemple classique de la philosophie suédoise. Mettez un gros canon sur une plateforme petite et maniable. Ces navires déplacent environ 380 tonnes métriques et sont propulsés par des moteurs diesel et des turbines à gaz, leur donnant une vitesse maximale d'environ 56 km/h. Ils ont un aspect distinctif, très angulaire, qui était une première tentative de réduire la visibilité radar avant que la furtivité ne devienne la grande tendance qu'elle est aujourd'hui. La classe Stockholm a patrouillé la Baltique pendant des décennies, traquant les intrus et montrant le drapeau. Ils sont robustes, fiables et lourdement armés. Il est fascinant de voir comment une conception des années 80 peut encore être pertinente aujourd'hui avec les bonnes mises à niveau.
Faisons une pause dans les missiles pendant une seconde pour parler du géant gentil de la marine suédoise. C'est le ASVMS Belos. C'est le plus grand navire de toute la flotte et son travail est sans doute le plus stressant. C'est un navire de sauvetage de sous-marins. Imaginez être piégé dans un tube d'acier à des centaines de mètres sous l'eau, à court d'air. Le ASVMS Belos est le navire pour lequel vous priez qu'il arrive. Il est équipé de grues lourdes, de chambres de décompression et de cloches de plongée. Il peut déployer un sous-marin de sauvetage spécialisé appelé URF, qui peut s'amarrer à un sous-marin coulé et ramener l'équipage à la surface en toute sécurité. Ce n'est pas seulement un navire de soutien, c'est un système de survie mobile pour toute la force sous-marine. Sans le Belos, les équipages de sous-marins opéreraient sans filet de sécurité. Le navire déplace une masse imposante de 6150 tonnes métriques, ce qui éclipse tout le reste dont nous avons parlé. Il est stable, puissant et rempli d'équipements sous-marins avancés. Il peut également effectuer des constructions sous-marines et récupérer des torpilles utilisées lors d'exercices. C'est essentiellement le couteau suisse de la flotte, ou peut être le couteau suédois dans ce cas. Le Belos a une longue histoire. Et la version actuelle est en fait un navire de soutien de plongée commercial fortement modifié. Cela le rend incroyablement capable pour les opérations en eau profonde. Bien qu'il n'ait peu, être pas de missiles pour couler des destroyers ennemis, sa capacité à récupérer des actifs et à sauver du personnel en fait un atout stratégique de la plus haute valeur. Si vous perdez un équipage de sous-marin, vous perdez des années de formation et d'expérience. Le Belos garantit que, même en cas de catastrophe, il y a de l'espoir. C'est un rappel que la puissance navale ne concerne pas seulement la destruction, elle concerne la résilience. Mais bon, assez avec les missions de sauvetage. Au numéro 4, nous avons la classe Gävle. Vous vous souvenez de la classe Stockholm, dont nous avons parlé plus tôt? Eh bien, la classe Gävle est, comme son jeune frère, plus athlétique. Ce sont des corvettes qui ont été modernisées pour rester létales au XXe et XIe siècle. Elles faisaient à l'origine partie de la classe Göteborg, mais elles ont été si lourdement modernisées que la marine leur a donné un nouveau nom. Ces navires sont optimisés pour la guerre de surface et la guerre anti-sous-marine. Ils sont rapides, utilisant des hydroréacteurs pour atteindre des vitesses supérieures à 56 km/h. Les hydroréacteurs les rendent également plus silencieux et plus maniables en eau peu profonde par rapport aux hélices traditionnelles. La classe Gävle est armée d'un canon Bofors de 57 mm, qui est une pièce légendaire d'artillerie suédoise. Il tire incroyablement vite et peut cibler des avions, des missiles ou d'autres navires. Mais les vraies dents sont, encore une fois, les missiles anti-navires RBS-15. Ces navires peuvent se cacher derrière une île, surgir, tirer une salve de missiles qui peut couler un destroyer, puis disparaître à nouveau derrière les rochers. C'est le cœur de la stratégie défensive suédoise. Frapper fort et ne pas se faire frapper en retour. Il transporte également des torpilles et des charges de profondeur pour chasser les sous-marins. La modernisation comprenait un nouveau radar, de nouveaux systèmes de gestion de combat et de meilleurs capteurs. Elle a essentiellement pris une coque des années 90 et l'a remplie de technologies des années 2020. C'est rentable et mortel. Il faut admirer l'efficacité. Pourquoi construire un nouveau navire quand vous pouvez transformer un navire existant en monstre? C'est intelligent. Et en parlant d'intelligent, nous entrons maintenant dans le top 3. Nous avons atteint la position de la médaille de bronze avec les sous-marins de classe Södermanland. C'est là que la réputation de la Suède pour la construction de sous-marins de classe mondiale commence vraiment à briller. Vous voyez, la plupart des sous-marins non nucléaires ont un gros problème. Ils fonctionnent avec des moteurs diesel en surface pour charger les batteries, puis ils passent aux batteries sous l'eau. Mais les batteries s'épuisent rapidement, ce qui signifie que le sous-marin doit remonter à la surface pour faire fonctionner les moteurs, ce qui le rend visible au radar et facile à tuer. La classe Södermanland a résolu ce problème avec quelque chose appelé propulsion indépendante de l'air, ou AIP. Ils utilisent des moteurs Stirling, ce sont des moteurs qui peuvent fonctionner sous l'eau, en brûlant de l'oxygène liquide, et du diesel. Cela signifie que la classe Södermanland peut rester immergée pendant des semaines, pas des jours. Elle est presque aussi capable qu'un sous-marin nucléaire, mais sans le bruit des pompes de refroidissement du réacteur et le coût massif. Ces sous-marins sont incroyablement silencieux. Dans l'eau peu profonde et saumâtre de la mer Baltique,
le sonar a du mal à fonctionner correctement à cause des couches de salinité. Le Södermanland se cache dans ces couches comme un fantôme. Il a été lancé à l'origine à la fin des années 80, mais comme beaucoup de navires suédois, il a été coupé en deux et allongé pour accueillir les moteurs Stirling. Cette mise à niveau l'a transformé d'un sous-marin côtier standard en un atout stratégique. Il transporte de lourdes torpilles, capables de briser la quille d'un grand navire de surface. Le fait qu'une petite nation comme la Suède ait développé cette technologie alors que de grandes superpuissances s'appuyaient encore sur des diesels électriques standards est stupéfiant. Au numéro 2, nous avons le sous-marin de classe Gotland. C'est le navire qui a envoyé des ondes de choc à travers le Pentagone. Il y a quelques années, lors d'un exercice conjoint, un sous-marin suédois de classe Gotland a réussi à passer devant tout l'écran défensif d'un groupe aéronaval américain. Il s'est approché à portée, a pris une photo de l'USS Ronald Reagan, a tiré ses torpilles virtuelles et s'est éclipsé sans être détecté. Les amiraux américains étaient sidérés. Comment un petit sous-marin diesel bon marché a-t-il vaincu la marine la plus chère du monde? La réponse est le système A, IP Stirling que nous venons de mentionner, combiné avec une ingénierie acoustique de classe mondiale. La classe Gotland est le premier sous-marin au monde conçu dès le départ pour présenter cette propulsion indépendante de l'air. Il est pratiquement silencieux. Lorsqu'il fonctionne avec le moteur Stirling, il ne produit presque aucune vibration. Dans les eaux bruyantes des zones littorales, c'est un trou noir. Il mesure environ 60 mètres de long et déplace environ 1600 tonnes métriques. Il est petit, mais il porte un coup lourd avec des torpilles et des mines. Après l'exercice avec les Américains, la marine américaine a été tellement impressionnée qu'elle a en fait loué le sous-marin et son équipage pendant 2 ans, juste pour essayer de comprendre comment le trouver. C'est le compliment ultime. Si votre ennemi doit louer votre équipement pour apprendre comment le battre, vous faites quelque chose de bien. La classe Gotland a récemment subi une modernisation à mi-vie, obtenant de nouveaux systèmes qui sont en fait développés pour la prochaine génération de sous-marins. Il reste l'un des prédateurs sous-marins les plus mortels de la planète. Mais même avec toute cette furtivité sous-marine, il y a un navire qui apporte la furtivité à la surface d'une manière qui ressemble à de la science-fiction. Nous y voilà au numéro 1, le joyau de la couronne de la marine suédoise, la corvette de classe Visby. Regardez juste cette chose, elle n'a pas l'air réelle. Elle ressemble à un rendu à faible polygone d'un jeu vidéo. Ce n'est pas un choix esthétique, c'est de la pure physique. Chaque surface plate et chaque angle aigu est conçu pour renvoyer les ondes radar loin du récepteur ennemi. La coque est faite de plastique renforcé de fibre de carbone. Oui, de la fibre de carbone, comme une voiture de Formule 1. Cela la rend incroyablement légère, solide et surtout non magnétique. Sur le radar ennemi, ce navire de guerre, de 72 mètres de long, ne semble pas plus gros qu'une petite bouée de pêche. Le canon du canon principal de 57 mm se replie même à l'intérieur de la tourelle lorsqu'il n'est pas utilisé pour réduire sa signature radar. C'est le navire furtif ultime, mais il ne s'agit pas seulement de se cacher, il s'agit de frapper. Le Visby est rempli de missiles anti-navires, RBS-15, de torpilles et de mines. Il est rapide, atteignant des vitesses de plus de 65 km/h grâce à ses hydroréacteurs. Il est conçu pour tout le spectre de la guerre, combat de surface, guerre anti-sous-marine et contre-mesures aux mines. C'est une bête multitâche. La marine suédoise a réalisé que dans une guerre moderne, si vous pouvez être vu, vous pouvez être tué. Alors, ils ont construit un navire qui ne peut tout simplement pas être vu. Il représente le summum de la technologie navale suédoise, combinant tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, vitesse, capacité en eau peu profonde, puissance de feu lourde et furtivité extrême. Il y a 5 de ces navires futuristes en service et ils sont les gardiens de la Baltique. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine suédoise. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.